moi je vais en remettre une couche sur l'affaire Cesare Battisti, dans la mesure où ça a quand même été dans notre ADN, à nous, les autonomes qui étions en France, d'avoir une solidarité sans faille avec nos camarades italiens, par un principe clair de fraternité et d'internationalisme. Et on sait qu'aujourd'hui, moi je sais pas, quiconque a été en prison peut comprendre ce que ça peut être dans une prison de haute sécurité, après avoir passé une clandestinité de 37 années, et de se retrouver à 60 et quelques piges, en se demandant est-ce que je sortirai un jour, quoi. C'est absolument immonde. Je ne le souhaite pas, moi, au pire des fascistes, pour paraphraser Oreste qui disait ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, moi, qui me révolte du fond de mon cœur, et je pense qu'il faut absolument qu'on fasse tout pour une campagne internationale pour l'amnistie, puisqu'il en est d'accord. Moi, je ne suis pas pour demander l'amnistie, par exemple, pour les Gilets jaunes, parce que la guerre, elle n'est pas terminée. La guerre sociale, elle est en cours. Et demander une amnistie aujourd'hui, c'est, d'un point de vue étymologique, c'est pas juste. On peut dire qu'il y a une phase de la lutte qui, en Italie, fait que tous ceux qui ont participé aux affrontements pendant l'autonomie décident collectivement qu'on demande une amnistie, en sachant très bien qu'une amnistie, généralement, l'adversaire, il te l'accorde que quand t'es collé au sol, et en plus quand t'as donné des gages, que tu te repentis, que tu te dissocies, que tout ce que tu veux, quoi. Or, à ma connaissance, il y a quelques camarades qui restent dans les prisons en Italie et qui ne sont pas sur cette position-là. Donc c'est un débat à mener avec eux démocratiquement, via leur famille, leurs avocats, tout ce qu'on veut, pour voir si ça peut être avancé. Et en France, on a une grosse responsabilité. Il est resté 17 ans de Cesare en France. Il y a eu des liens qui se sont créés avec des amis, avec des bons et des faux amis. Il y a eu une campagne lancée par des écrivains comme Fred Vargas, mais il y avait aussi... tout le monde se réclamait de c'est bien, il faut tous les libérer, machin et compagnie. Et ce qui fait que moi j'aimerais bien savoir si tous ces gens qui sont engagés, parce que c'était à la mode sous Mitterrand, d'être pour la doctrine Mitterrand, ça faisait pas bien quand on était un télo de dire ah non, moi je suis contre et tout. Et donc maintenant, faudrait pas qu'ils soient touchés par l'oubli, c'est-à-dire qu'on a une dette à vie de fraternité et de solidarité avec les camarades qui sont aussi ici, parce que maintenant ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a des noms, une liste de noms qui circule, de Salvini qui veut demander une trentaine de noms. Et il y en a quelques-uns qui sont sortis dans Marianne, je ne vais pas les dire là parce que je ne suis pas un policier, mais qui sont sortis, et vraiment il y en a qui risquent d'avoir des problèmes, parce que moi j'ai aucune confiance en Macron, mais bon, je pense que ici personne non plus ne l'a, quoi. Et donc je tenais à dire ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on se voit après avec les camarades, la communauté italienne politique qui reste à Paris, et les militants qui sont complètement branchés là-dessus, enfin qui veulent faire quelque chose parce que c'est très important. Bon, maintenant, le retour du retour. Moi, j'ai envie de dire, l'amnistie, la preuve, c'est que tu y participes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'amnistie. Oh là là, excusez-moi. L'autonomie. Je pense que la commune était profondément un mouvement autonome. Je pense que mai 68 est profondément un mouvement autonome aussi. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec des dizaines de milliers de personnes qui sont sur des ronds-points, qui réinventent leur rapport qui était complètement misérable quelques semaines auparavant, et qui pratiquent la solidarité alors qu'ils n'auraient même pas pu imaginer le faire quelques semaines avant, c'est quelque chose qui, de toute façon, c'est le coût de leur vie qu'ils ont fait et qui va les faire basculer dans le refus du capitalisme misérable qu'on leur propose, et peut-être une évolution, quoi. Alors après, moi je trouve que le mouvement il a considérablement évolué en quelques semaines. Je pense que dans les périodes comme ça, il y a des grands bonds en avant qui se font, mais je pense que peut-être Mathieu il en parlera après moi. Donc sur l'autonomie française, moi je pense que 68, donc ce que je dis, c'était un vrai mouvement autonome qui a duré peu de temps. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, la grève générale, elle n'a jamais été lancée par un syndicat ou par un parti politique, et elle s'est constatée, tout simplement. C'est-à-dire que les gens ont arrêté de bosser,
on trouvait que c'était scandaleux, mais parfois ils partaient même sans cahier de revendication, c'est-à-dire ils voulaient faire grève parce qu'il fallait arrêter le système, il fallait dire stop. Et de là a surgi finalement une décennie dans laquelle la question des femmes, la question des homosexuels, les droits des homosexuels, les questions écologistes sont venues petit à petit, parce que je pense qu'il y a eu un mûrissement qui a duré une dizaine d'années. Et c'est dans ce cadre-là que nous on se situe. Moi en 68, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, d'abord j'y ai participé, et ensuite, quand la récréation la fin de la récréation a été sonnée, je me suis dit il faut m'organiser. Et donc je suis allé dans le groupe gauchiste, parce que c'était la meilleure manière de continuer à l'époque, avec la personne qui arrivait à me convaincre le plus. Donc je suis rentré à la LCR parce que il y avait un journal qui s'appelait Rouge, on allait le vendre à la porte aux entrées de métro, et on arrivait à faire des contacts. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces conneries-là qui ont considérablement changé les choses. Il fallait au charbon, il fallait discuter avec les gens. Chose que, à mon avis, les cyber-militants, parfois, ont tendance à oublier, quoi. Donc, il y avait ça, il y avait, parallèlement en Italie, des fois on nous dit, mais vous avez singé l'autonomie italienne. Parce que, mais c'est des critiques que nous font souvent des camarades. Mais non, on n'a pas singé. On n'a pas singé, c'est-à-dire qu'on a vécu la même crise d'orientation qu'avait l'extrême gauche, toutes composantes confondues, les maoïstes, les trotskistes, y compris les amarres, et ce qui fait qu'on a voulu réinventer par nous-mêmes les choses. Alors on a vécu quand même des moments d'autonomie qui étaient importants, par exemple la grève des LIP qu'on a soutenue en 73, et qui elle était une grève quand même qui s'opposait aux directions syndicales et qui pratiquait des autoréductions, la revente du trésor de guerre des montres de façon totalement illégale. Parce que l'autonomie aussi, c'est ça, c'est le refus de la légalité, le refus de se soumettre aux règles bourgeoises, dans la mesure où ça permet de faire avancer la lutte et tout ça. Par exemple, à Malville, on s'est retrouvé avec nos camarades italiens quand il y a eu le surgénérateur de Cress-Malville qui a été mis en place. On s'est retrouvés côte à côte en manif avec nos amis italiens, nos camarades allemands aussi, les Grundan à l'époque, qui n'avaient rien à voir avec les Verts très pâles d'aujourd'hui, qui étaient des mouvements radicaux et qui pratiquaient aussi les squats et des choses comme ça, quoi. Et donc, il y a cette crise des organisations gauchistes qui fait qu'en Italie, il y a l'Ota Continua qui va s'autodissoudre, il y a Potere Operaio qui va se fondre dans le mouvement autonome. En France, il y a deux choses. Il y a la version trotskiste, LCR, qui est fortement marquée. Si vous voulez, de 68 à 73, on a pu croire qu'il y avait une continuité dans les pratiques illégales de l'extrême gauche qui s'était révélée en 68. Mais le 21 juin 73, on attaque le meeting d'Ordre Nouveau à la Mutualité. C'était halte à l'immigration sauvage, hein, déjà. Ils avaient donc l'Ordre Nouveau, donc, qui après se fondera dans le Front National. Et donc on affronte les flics, on leur met une tabassée d'enfer, et le lendemain on est dissous, quoi. Enfin, 3 jours après on est dissous. Ça, c'est le 21 juin 73. En même temps, en 1973, il y a la gauche prolétarienne qui décide d'arrêter tout. C'est-à-dire que ces dirigeants qui avaient écrit 2 ans plus tôt « Faire la guerre civile en France », Serge July et d'autres, ils écrivent ça. Et puis 2 ans après, ils disent à leurs militants « Écoutez, non, finalement, on s'est gouré. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des enquêtes et être près des masses, quoi. » C'est ça. Et donc, ils laissent tout un tas de militants complètement... désillusionnés. Qu'ils l'ont fait du soir au matin. Mais oui, c'est ça, mais vraiment, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, d'une part, un tournant droitier des trotskistes qui se disent il y a que les élections, parce qu'on voit bien où ça nous mène vos conneries. Y compris quelqu'un comme Daniel Ben Saïd, qui au départ était sur une position extrêmement combative, disons. Qui a été obligé de réviser cette position-là. Et il y a un tournant droitier dans la Ligue. Il y a cette dissolution de l'AGP, et donc on se retrouve à une centaine de militants, un petit peu, à chercher, à errer, à faire des choses. Alors les ex-GP, on va les retrouver, évidemment. Il y a des collectifs qui se forment, y compris des collectifs armés, puisqu'il y a
Noéo Armé pour l'autonomie populaire, qui est né de l'AGP. On avait gueulé tous, nous vengerons Pierre Auvernay, eux ils l'ont fait. Ils ont buté Traboni, qui était l'assassin de Pierre Auvernay. Il y avait un groupe qui s'appelait les Brigades Internationales, qui a flingué un émissaire du Shah d'Iran, des choses comme ça. Et donc, tous ces gens se retrouvent au sein d'un mouvement autonome qui commence à prendre une certaine consistance et tout à fait comparable. C'est ce que tu as dit, Alessandro, tout à l'heure, c'est une autonomie plurielle avec des pôles. C'est-à-dire qu'il y avait Camarades, auxquels j'ai participé, il y avait Marge, c'était plutôt les mouvements qui s'occupaient des mouvements féministes, drogue, centres sociaux et tout ça, et il y avait l'OCL qui avait une tradition libertaire, et tout ça, il n'y avait pas de frontières complètement fermées, quoi. C'était pas des groupes qui disaient c'est nous l'autonomie et c'est pas vous, ou des choses comme ça. D'ailleurs, on participait souvent à des réunions de l'un à l'autre, quoi. On allait aussi bien rue des Vignoles à une réunion de l'OCL que rue des Buissons-Saint-Louis, un truc de camarades, sans que ça pose de problème. Et tout ça arrivait à faire cohérence et à nous donner une capacité d'exister politiquement, au moins sur Paris, où on avait quand même pas mal de squats qui faisaient partie de l'autonomie. On avait des groupes d'entreprises. Nous, par exemple, on avait monté un collectif sur ma boîte, après une grève qui avait été victorieuse, ce qui n'est pas souvent le cas. Et une partie de nous est rentrée à Action Directe et les autres sont restés dans l'autonomie. Bon, Nathalie Ménégon, par exemple, c'est une de mes plus vieilles copines avec qui on a monté ce collectif autonome sur la boîte. Et donc, les liens entre ce qui va devenir Action Directe et l'autonomie sont extrêmement poreux également. C'est-à-dire que ils continuaient à cette époque-là, juste avant la période des années 86-7, Action Directe faisait intégralement partie de l'autonomie et s'y trouvait bien. Il n'y avait pas de séparation très nette entre les groupes armés. Et j'en profite pour faire de la pub pour le bouquin de Jean-Marc Rouillant qui s'appelle 10 ans d'Action Directe et qui rétablit très bien les liens qu'il y avait entre l'autonomie et les groupes armés, qui faisaient qu'il n'y avait pas les vilains militaristes d'un côté et les gentils autonomes de l'autre. D'ailleurs, on n'était pas gentils du tout, parce que les cortèges de tête, c'est nous qui les faisions, et on arrivait à imposer même à l'extrême gauche qu'elle nous laisse faire. Ils voulaient nous empêcher, par exemple, le jour de l'extradition de Claude Croissant, qui était l'avocat des BR, la LCR voulait nous empêcher de manifester. Mal leur en pris, on a été s'affronter avec les flics, on était 500 devant casqués avec des barres de fer, des cocktails Molotov et tout. Ils nous ont laissé passer, la LCR, et on a été spéyer les flics. Ensuite, il y avait un concessionnaire BMW à côté de Père-Lachaise. Ils voulaient encore nous empêcher de le détruire. On l'a détruit quand même. C'est-à-dire qu'on avait une capacité vraiment d'imposer militairement un rapport de force dans les rues. Et au niveau politique, puisqu'il faut aller vite, moi j'ai eu très peu d'archives, parce qu'il y en a pas mal qui sont partis dans les perquisitions, mais sans quoi il y avait des tracts, des brochures, des journaux, on avait des journaux, il y avait Camarades, il y avait Marge. Camarades, donc, c'était un petit peu ceux qui étaient influencés par les idées de Félix Guattari, et qui étaient dirigés par un mec qui s'appelle Yann Moulier-Boutan, je ne sais pas si vous connaissez, sans doute vous avez déjà entendu parler, quoi. Bon, qui est passé du Colmao au Rotary Club, lui aussi, hein. On peut dire qu'il a complètement lâché l'affaire, et même il s'est repenti par rapport à ça. Il était pote avec Guattari, Deleuze et compagnie, et donc il y avait des assemblées générales à Jussieu, on se retrouvait à 600, où il y avait ça, il y avait les intellectuels qui avaient leur propre comité. Le CINEL, c'était le collectif des intellectuels en lutte. Donc tout ça faisait sens, et bon, on a subi la répression, mais bon, pour les groupes armés, pour Action Directe, tout le monde est au courant, ça a été très fort. Mais l'autonomie, les mouvements autonomes ont subi également une répression très forte, avec pas mal de camarades qui se sont retrouvés en prison pour quelque temps. Donc, par exemple, ça nous a donné l'occasion, dans les années 80, de monter
un collectif des prisonniers en lutte, la COPEL, qui était forte en Espagne. Il y avait l'homologue en Espagne. Nous, en France, on a réussi à faire vivre ça, parce qu'il y avait des révolutionnaires dans les prisons. C'est-à-dire qu'il y avait des prisonniers lambda, mais qui étaient en lutte contre l'administration pénitentiaire qui ne voulait pas baisser la tête devant les matons, qui se retrouvaient généralement au mitard et tout. Et il y avait nos camarades qui étaient aussi en prison. Ce qui fait qu'on a réussi à sortir un journal, parce qu'il n'y avait pas de radio et tout ça. Et qu'après, on a réussi aussi à intervenir dans un certain nombre de radios, avec des émissions comme un parloir libre. Bon, à cette époque-là, c'est vrai que les radios libres, elles n'étaient pas autorisées, ce qui fait que c'était des radios de combat, quoi. C'était véritablement quelque chose qui était subversif à l'époque. Bon, parloir libre, bon, après c'est devenu, aujourd'hui, l'équivalent c'est l'envolée qui fait des trucs sur fréquence pareille plurielle, qui est une fréquence autorisée aussi. Donc, moi je préfère que on commence le débat le plus rapidement possible, parce que voilà, quoi, mon témoignage me suffit pour